Je m'appelle Reuven, je suis réserviste dans l'armée israélienne, dans Tsahal. Je participe au combat. Je fais partie du génie militaire, c'est-à-dire les artificiers, les démineurs, ceux qui sont chargés de trouver les tunnels, et les bulldozers, les fameux bulldozers qui sont toujours en première ligne, très souvent même avant les tanks. C'est une guerre qui est très compliquée à cause de l'utilisation des tunnels et à cause de l'utilisation des civils comme bouclier humain. Ça rend les choses très difficiles pour nous. C'est pour ça que dans les opérations, on a une aide qui vient du ciel et à laquelle on ne s'attend pas toujours. Une des premières histoires qui m'est arrivée quand je suis entré sur place, au bout de quelques jours, je croise un ami. Il me dit Reuven, il faut que je te raconte. Maintenant, je fais Shabbat. C'est quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat avant. Et je lui demande mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit écoute, il m'est arrivé un miracle. On était en train d'avancer dans une opération très compliquée. On est arrivé à un centre de commandement du Hamas lorsqu'on est rentré dans la bande de Gaza. Le tank devant moi a subi de plein fouet une roquette. Il a été touché. Le tank est beaucoup plus blindé que moi. J'ai vu qu'il avait été touché et que la situation est très compliquée pour lui. Et ensuite, les roquettes et les obus de mortier ont commencé à s'abattre sur moi. Une première, une deuxième, une troisième, et puis une quatrième. Et à ce moment-là, j'ai crié « Je prends sur moi de garder Shabbat ». Et puis le silence. Et tout s'est arrêté. J'ai repris mes esprits, on est parti en arrière, et on a pu s'en sortir. Et à ce moment-là, j'ai pris sur moi de garder Shabbat. Je lui ai dit c'est formidable, et j'ai décidé de l'enregistrer pour que les gens puissent connaître cette histoire. וואלה, ראיתי את החיים עוברים לי מול העיניים. אמרתי, אם אני יוצא מזה, אני שומר שבת. את השבת הבאה אני שומר. On dit toujours qui est Shmer Shabbat, quel Ishmereni. Et je ne sais pas pourquoi c'est la première chose qui lui a sauté dans la tête, mais c'est ce qui l'a sauvé à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui arrivaient et que c'était très important que les gens sachent. Je ne savais pas qu'il allait m'arriver quelque chose à moi aussi quelques jours après. On va avoir une mission un petit peu compliquée et sensible dans Gaza. On doit trouver des infrastructures terroristes, des tunnels et des lanceurs de roquettes. Des roquettes qui peuvent aller jusqu'à Ashdod, Ashkelon, voire même Tel Aviv ou Jérusalem, et c'est ce qu'on doit trouver. On arrive sur place, on commence à rentrer profondément dans la ville. On passe par le quartier de Rimal. Rimal, c'est un quartier assez aisé de la ville de Gaza. Et à ce moment-là, on tombe sur un jardin d'enfants. On est deux dans le bulldozer. Je dis à mon coéquipier, tiens, tu peux être sûr que là-bas, on va trouver quelque chose. On trouve effectivement un lanceur de missiles, moyenne portée. À ce moment-là, on rapporte dans la radio ce qu'on vient de trouver. Il faut neutraliser ce lanceur de missiles, qui est malheureusement déjà vide, les missiles ont déjà été tirés sur Israël. On décide aussi de vérifier la maison qu'il y a autour. Au moment où on vérifie la maison qu'il y a autour, il est aussi décidé qu'on va détruire cette maison. À ce moment-là, je suis en dehors du bulldozer. J'entends une première explosion derrière moi, une deuxième explosion retentit, et là je vois un grand flash. Un petit peu comme dans les films, j'entends un bourdonnement dans mon oreille, et je suis un petit peu en choc, comme si j'avais pris une très grande claque sur le côté droit, et je champouille mon oreille. Et à ce moment-là, je me dis, peut-être Chas v'Shalom, j'ai perdu mon oreille. Et je touche mon oreille avec ma main. Je sens qu'elle est toujours là, j'ai pas de sensation dans mon oreille. J'entends pas très bien de cette oreille-là. Et je vois sur ma main du sang. Et je comprends que j'ai été touché par quelque chose. Je décide de vite remonter dans le bulldozer qui est censé être quand même un peu plus blindé que le dehors. Je ne le vois pas. Je vois pas le bulldozer. Tout est fumé. J'ai peur pour le coéquipier qui est resté dans le bulldozer. Je décide d'avancer dans la fumée, c'est très étouffant. Et j'entends « Reuven, monte vite, il s'est passé quelque chose ». Je remonte en vitesse dans le bulldozer et là je me rends compte que les fenêtres sont complètement explosées. Les fenêtres du bulldozer sont des fenêtres blindées. Il y a 7 couches de fenêtres blindées. Et je me rends compte que de son côté à lui, les 7 fenêtres ont été traversées et un morceau de fer est fiché dans la fermeture de la fenêtre. C'est arrivé pratiquement jusqu'à sa tête. Et à ce moment-là, il me dit « Reuven, mais t'es blessé, c'est juste une petite entaille. » Mais c'est dans l'oreille et c'est impressionnant, il y a beaucoup de sang. Et à ce moment-là, je me rends compte que le missile est tombé exactement entre moi et le bulldozer, à quelques mètres de moi, et que ce qui m'a frôlé, en fait, c'est un éclat, soit du missile, soit de ce qui a été explosé par le missile, et qu'il est passé à 2 cm de mon oreille, donc à quelques centimètres de ma tête. Et je me rends compte que tout autour de nous, des éclats, des impacts d'éclats. Sur mon bulldozer, je ne le verrai que par la suite, le lendemain, tout le bulldozer est rempli d'éclats, qui pénètre jusqu'à l'intérieur du titane du bulldozer et je me rends compte que c'était extrêmement dangereux et que je suis passé à quelques centimètres un peu plus sur la droite et j'aurais pas pu raconter cette histoire-là. Juste après cela, toute mon équipe est mise au courant, ils nous appellent les miraculés. Tous ceux qui viennent voir le bulldozer
Et ils regardent les impacts qu'il y a sur le bulldozer. Et ils disent, mais c'est un miracle qu'il vous soit rien arrivé. Et là, quand ils apprennent qu'en plus de ça, j'étais à l'extérieur du bulldozer, ils disent, mais c'est vraiment un miracle qu'il ne soit rien arrivé. Le soir même, donc, on fait le Birkat Hagomel. Bien évidemment, on réunit 10 personnes, on fait Birkat Hagomel. C'est une très grande simra de voir que Dieu est avec nous à ce point-là, que ça passe pas à grand-chose, et qu'en fin de compte, tout est entre les mains du ciel. Ce qui est très important, c'est que juste avant cette histoire, lorsque l'officier, le capitaine, me fait le briefing, je suis en train de mettre mes tefilines. Et je suis en train d'écouter, en train de faire ma prière, en train d'écouter le briefing, et qu'un ami passe et me demande « Hey, j'ai pas pu mettre les tefilines, est-ce que moi aussi je peux mettre les tefilines? Je dois tout organiser dans le bulldozer pour sortir en mission, mais de l'autre côté, je peux pas dire non à un juif qui me demande de mettre les tefilines. » Alors il met les tefilines. Et puis juste après, le même capitaine, je lui dis « Toi aussi tu veux mettre les tefilines ?» Il me dit « Oui, bien sûr !» Et il met les tefilines lui aussi, il me dit « Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les tefilines !» Et il me demande de le bénir aussi, alors je lui fais une bracha pour qu'il trouve un zivoug, pour qu'il trouve la femme de sa vie, et il me dit « Et toi aussi, et Bezrat Hashem, que la mitzvah que tu fais, elle te protège. » Ce matin-là aussi, il faut savoir que j'avais essayé d'étudier un petit peu. J'avais un Likutei Moharan, le livre de Rabbi Nachman de Breslev, que j'ai mis dans mon gilet de protection. Ce matin, je l'avais ouvert et j'avais vu quoi? Dans la 7e leçon, il explique qu'il y a des miracles qui arrivent et qu'il est très important de publier ces miracles et de parler de ces miracles et surtout pas penser que c'est la nature et que c'est des choses qui arrivent, que non, il y a des miracles qui arrivent et que c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça. Alors je me dis, Bezrat Hashem, que nous aussi nous arrivent des miracles, et puis le jour même, c'est ce qui est arrivé, c'est ce miracle-là qui est arrivé. Il faut savoir aussi que sur place, tous les soldats demandent des tzitzit. J'ai vu très peu de soldats sans tzitzit, même des soldats druzes, qui ne sont pas forcément juifs, ils portent les tzitzit, parce que c'est une protection, et tout le monde l'a compris que c'était une protection. Beaucoup de gens demandent à mettre les tefilines. Un des autres miracles que j'avais, c'est que j'ai pu transmettre ce témoignage-là, déjà depuis l'intérieur de la bande de Gaza, parce que j'étais le seul téléphone qui avait du réseau. Et mon téléphone, étrangement, est un téléphone kasher, c'est pas un smartphone. Et c'est le seul qui avait du réseau. J'étais le seul qui pouvait de temps en temps discuter avec ma famille, bien sûr, dans les endroits où on pouvait discuter et où ça ne nous mettait pas en danger. Et pourquoi ce téléphone kasher, il marche? Et pourquoi les autres ne marchent pas? Parce qu'en fait, on est loin du réseau. La première antenne qu'on a, elle est vers Ashkelon. Il n'y a pas de possibilité pour le téléphone de se connecter à cette antenne parce qu'on est très loin à l'intérieur de la bande de Gaza. Et étrangement, le seul qui arrivait à capter un petit peu de réseau, c'était le téléphone kasher, qui n'a pas une antenne particulièrement grande ou qui n'a pas autre chose par rapport aux autres téléphones. Il n'y a rien de mieux ou de différent. Et pourtant, c'est lui qui captait le mieux. J'ai même entendu un de mes coéquipiers sur place qui m'a dit il faut donner des téléphones à kasher à toute l'armée, pour qu'on puisse au moins appeler nos proches. En fait, on ne perd rien à faire la volonté de Dieu. Au contraire, on n'a que à gagner. Qui pensent même acheter un téléphone kasher pour la suite des événements. Un autre miracle qui est arrivé, une autre mission qu'on a eue encore plus profondément dans Gaza City. Mais avant de raconter ce miracle, j'aimerais vous parler un petit peu de mon coéquipier qui a été blessé. Il s'appelle Yarden. Un jour, j'ai raté une fila. Il m'a dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Je lui ai dit « Ah, j'ai encore raté une fila, des fois ça arrive, on ne peut pas toujours prier quand on est en opération. » Il m'a dit « Pourquoi t'as raté une fila, une prière ?» Je lui ai dit « Bah parce qu'on était en opération. » Il m'a dit « À partir de maintenant, dès qu'arrive l'heure de la prière, tu me dis, lui-même n'est pas forcément, il est croyant, mais pas très pratiquant. Et il m'a dit, à partir de maintenant, tu rates plus une prière. Dès qu'arrive l'heure de la prière, tu me dis, et on s'arrête, on trouve un endroit, et t'inquiète pas, tu feras ta prière. Pratiquement, j'ai plus raté de prière depuis ce moment-là. Et à chaque fois, il me disait, Ruben, t'as mis les tefilines? J'ai l'habitude de mettre aussi, comme le dit Rabbi Yosef, de mettre aussi les tefilines de Rabbeinu Tam. Je ne pensais pas pouvoir mettre les tefilines aussi de Rabbeinu Tam en plein Gaza. Et il me dit, Ruben, t'as aussi une autre paire de tefilines. Tu as mis les tefilines de Rabbeinu Bam, il ne sait pas comment ça s'appelle. Et je lui dis, non, pas encore. Il me dit, on s'arrête, tu mets les tefilines. T'as fait mincha. Non, on s'arrête, tu fais mincha. Et des fois, tout le reste de la compagnie nous appelait dans la radio en disant, mais pourquoi vous avancez pas? Il disait, on peut pas. On disait, je comprends pas, le bulldozer, elle est très bien ce matin. Il dit, non, 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 il est en train de parler avec le capitaine des capitaines. On peut rien faire. À un moment, il me regarde, il me dit, Ruben, tes tefilines, à chaque fois, elles n'arrêtent pas de me tomber sur l'épaule. Tu crois que ça veut dire quelque chose? Je dis, peut-être que Dieu il veut que tu mettes les tefilines toi aussi. Il me dit, alors la prochaine fois qu'on s'arrête, je mets les tefilines. Je dis, d'accord, je te ferai même une belle photo, comme ça tu pourras l'envoyer à tes proches. C'est donc ce personnage avec qui je suis dans le bulldozer. C'est jeudi dernier qu'on arrive profondément dans la ville de Gaza. Et à ce moment-là, on entend dans la radio, un tank trouve dans une des rues qu'il y a des civils, des femmes et des enfants qui arrivent avec un drapeau blanc. Alors on leur dit de tirer en l'air pour qu'ils s'en aillent parce que c'est une zone de guerre et que Tzahal ne veut pas tirer sur des femmes et des enfants. Ils tirent en l'air et puis il dit c'est marrant, ils veulent pas s'en aller, on dirait qu'ils ont peur. Mais ils n'ont pas peur de nous. Et là je me dis, tiens, il y a quelque chose qui leur fait plus peur que nous.
Et je dis à mon coéquipier, à Yarden, je lui dis j'ai l'impression qu'on est en train de tomber dans une embuscade. Le sous-commandant de peloton, qui était un peu plus en avant, dit dans la radio, on a installé une butte de terre en plein milieu de la route comme pour nous freiner. Et là, je comprends qu'on est vraiment tombé dans une embuscade. Au même moment, on découvre un tunnel en plein milieu de la rue, un grand tunnel, un tunnel qui servait pour attaquer. Ce tunnel était piégé, le tunnel explose juste à côté de nous. On décide de détruire ce qui reste du tunnel. Le reste des artificiers viennent et posent des charges explosives dans le tunnel. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un autre tunnel. Le reste des artificiers sont déjà retournés à l'abri. Et on se rend compte que nous sommes entre deux tunnels. À ce moment-là, la fenêtre du bulldozer s'ouvre un petit peu. Yarden décide de la fermer parce que c'est dangereux, on est en plein milieu d'une zone de combat. Au moment où il va pour fermer la fenêtre, je vois une explosion à quelques mètres du bulldozer, de son côté à lui. Et j'ai très peur pour lui parce que je suis assez de temps dans les esprits pour savoir que lorsqu'une telle explosion se produit à quelques mètres de quelqu'un, il y a très peu de chances de s'en sortir. Pour donner une idée, dans l'armée, lorsque on met des explosifs avant d'exploser quelque chose à l'entraînement, on prend 1,5 km de distance parce que jusqu'à 1 km de distance, il peut y avoir des débris qui peuvent venir à une vitesse folle et être dangereux. Ici, c'est à quelques mètres de lui. À ce moment-là, il se retourne vers moi. Je comprends qu'il est en vie. Il me dit « Ruben, est-ce que je saigne ?» Et je ne sais pas quoi lui dire parce que tout son visage est rempli de sang. Je lui dis de s'asseoir, de se calmer, de surtout pas bouger. J'essaie de stopper le saignement. Tant bien que mal, j'y arrive. Je rapporte dans la radio qu'on a été touché. Un médecin monte dans le bulldozer. Le saignement s'est arrêté, donc il dit il n'y a rien à faire. Il y a encore des débris qui sont en lui, au niveau de la nuque, du cou, et au niveau du visage. Il en a un dans l'œil, il en a un dans le nez, il en a un derrière dans le cuir chevelu. Il a des coupures un peu partout sur le visage. Mais le saignement s'est arrêté. Et je me rends compte que c'est un miracle parce que les deux autres fenêtres, elles, sont criblées d'impacts qui sont beaucoup plus importants, qui ont percé 3 ou 4 blindages, et lui n'a pratiquement rien. Il n'a que des égratignures. Et je me rends compte que lui aussi, c'est un miracle. Et je prends en photo, parce qu'on est obligé de tout documenter. Donc je prends sa nuque en photo, et je prends son visage en photo. Et étrangement, mon téléphone ne va pas sauvegarder les photos dans le bon ordre. Ces photos-là, lorsque j'essaie de passer pour retrouver ces photos, la photo d'après, c'est quand il porte les tefilines, et on voit son visage du même côté où la photo a été prise lorsqu'il portait les tefilines, c'est le même côté qui a été sauvé. Étrange coïncidence du fameux téléphone cachère, toujours le même. L'embuscade n'est pas finie, on va se recevoir encore plusieurs missiles anti-chars. Devant, derrière, les tanks qui sont avec nous aussi vont être touchés. On est en plein milieu de la ville. Finalement, la mission va se terminer avec succès, jusqu'au lendemain où on a pu l'évacuer. C'est pour ça que je suis sorti le temps que lui récupère. Il a été évacué vers l'hôpital Soroka, dans le sud du pays, vers Sheva. Et donc, comme on fonctionne par binôme, j'ai la possibilité de sortir aussi, de voir ma famille. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je raconte tout ça. Quelques moments avant que l'équipe de Torah Box arrive pour que je puisse apporter ce témoignage, un de mes soldats m'appelle et il me dit « Ruben, je viens de sortir, tu te rendras jamais compte de ce qui m'est arrivé, c'est un miracle. » On est tombé dans une embuscade nous aussi. Ils ont pris un missile anti-char sur le côté qui est arrivé au niveau du moteur mais qui n'a pas endommagé suffisamment le bulldozer pour qu'il puisse être hors d'état de nuire. Et puis un deuxième missile anti-char, toujours sur le côté droit, dans la fenêtre de son côté à lui. Et puis un autre missile, et encore un autre missile. 4 missiles ils reçoivent, jusqu'à ce que finalement la fenêtre de son côté soit pratiquement complètement brisée. Et là il se fait la réflexion, il dit encore un missile qui passe par cette fenêtre, et c'est fini. Il y a un 5e missile qui arrive sur cette fenêtre, et le missile n'explose pas. Il a une photo qu'il m'a envoyée, où il tient le missile qui n'a pas explosé dans ses mains. À ce moment-là, il se rend compte du miracle, parce qu'il s'est fait cette réflexion. Encore un et c'est fini. C'est quoi la réflexion d'un homme quand il se dit encore un et c'est fini? Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire? Pourquoi Dieu me prend maintenant? Peu importe la réflexion qui s'est faite à ce moment-là, en tout cas, ça l'a sauvé. Le plus important de dire dans cette histoire-là, c'est que les choses que nous on rapporte, mais ce genre de miracle arrive tous les jours, pratiquement à chaque heure, dans toutes les unités. Il n'y a pas que dans le génie militaire. Il y a chez Golani, il y a les parachutistes, toutes les unités dans le Sahel. Chacun a des miracles, chacun a des histoires à raconter. La question, c'est d'où ça vient tout ça. Quand les gens prient, les Miché Bérard qu'on fait sans fin, les Avinu Malkenu qu'on fait quand on ouvre les portes du Sefer Torah, quand on prend le nom d'un soldat et qu'on fait des Teilim pour lui, quand on organise des mitzvot au nom des soldats, quand on organise des Limud Torah pour la réussite des soldats,
Et bien en fait, tout ça, ça marche. Et sur le terrain, on voit des miracles dévoilés. Toutes les prières, il n'y en a aucune qui revient vide. Mais sur place, nous, on le vit. Nous, on le voit de nos yeux. Tout mon bataillon sait que Dieu existe. Tout mon bataillon sait qu'il y a une providence et qu'en plus, Dieu nous garde. Tout le monde. Et ce n'est pas des gens qui viennent forcément du milieu très pratiquant. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont face à eux la main de Dieu qui s'étend et qui les protège. Am Israël Chai, on est tous ensemble. Il y a des gens qui sont sur le front, il y a des gens qui sont derrière.